10e numéro du podcast. Déjà, je suis content qu'on soit arrivé à 10 et je suis encore plus heureux de m'être déplacé jusqu'à Forêt pour aller rencontrer quelqu'un qui a un style mais là, complètement différent des 9 premières personnes que j'ai interviewées. Je suis chez Sébastien Ministru. Salut Sébastien. Bonjour Dan. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tu savais. D'abord, J'en ai accepté d'autres. Tu as quel âge? J'ai 52 ans. Ça te dérange de dire ton âge? Je pensais, parce que je savais que t'étais genre... Vieux. Vieux? Ouais, c'est ça que je voulais dire. Gaulé. Je savais que t'étais vieux. Et je savais pas si j'allais en parler, mais je suis allé voir sur ta page Facebook et je vois que t'as mis ton année de naissance, tu l'as laissé, donc ça te dérange pas? Mais non, je suis pas du tout... Attends. Je suis pas Fanny Ardant. Je suis pas Isabelle Huppert qui... Attends, bien sûr que je dis mon âge, 52 ans. Et ça fait combien d'années tu fais le matin maintenant sur Pure FM? Ça fait... depuis que Pure FM existe. Et j'imagine que c'est arrivé au moins quelques fois. Moi, j'ai fait quelques années les petits matins. En général, c'est au mois d'avril où moi, je dis, OK, j'en peux plus. C'est arrivé quelques fois où tu t'es dit, OK, faut que j'arrête, faut que je recommence à dormir, faut que j'ai une vie, faut que je... Non, ça non. Franchement, j'ai de la résistance. T'as jamais pensé arrêter? J'ai des facilités. J'ai pensé arrêter cet été, oui. Parce que la redéfinition de la grammaire de l'émission et du contenu de l'émission, à un moment donné, je me suis dit, je corresponds pas, quoi. Et c'était presque logique si on veut rajeunir une cible. Ouais, alors qu'on vient d'établir que t'étais vieux. Ben, absolument. Enfin, je veux dire, il y a une logique là-dedans. Donc, j'ai dit que je continuerais pas. Donc, voilà, j'ai estimé que je n'avais pas ma place sur ce show-là qui prenait cette direction-là. Après, on m'a dit que c'était pas vrai, que j'avais ma place et qu'au contraire, j'allais apporter quelque chose, parce que ce qui est important, c'est d'apporter quelque chose, c'est pas d'être là. Mais c'est même limite plus intéressant, on va dire maintenant, dans le sens que tu fais un peu contrepoids, c'est toujours... Alors maintenant, ce qui s'est passé automatiquement, c'est que du jour au lendemain, comme ça, dans l'équipe, je suis devenu une espèce de grand frère, je joue le rôle du grand frère, ou du type qui sait, ou du type qui sait beaucoup. Ce que je ne veux pas, c'est devenir le Alain Decaux, ou le Marc Danval, ou le Henri Troya de... Choco qui essaie d'ouvrir la porte, je vais lui ouvrir. Choco étant le chat, donc Chocotov de son nom entier. Et je suis arrivé dans les 15 premières minutes, dans le temps que je m'installais, le chat n'a pas bougé, mais genre d'un poil sur le sofa. Et quand je t'ai demandé s'il était toujours tranquille comme ça, tu m'as dit, c'est parce qu'il y avait peur que vous le remettiez à la rue. Donc c'est un chat que vous avez trouvé? C'est un chat qu'on a récupéré, oui. C'est un chat qui a vraiment vécu qui a vécu longtemps dehors. Donc les propriétaires le laissaient dehors. Et quand on a déménagé de là où on habitait, où les propriétaires de ce chat habitaient aussi, on a pris le chat. OK. On est parti avec. Et eux le savent ou ils l'apprennent maintenant? Alors moi, j'ai dit à mon ami, à Serge, écoute, explique à ces gens qu'on ne peut pas laisser cette chatte, on va prendre leur chatte. Et il m'a dit, on ne peut pas dire à ces gens qu'on va prendre leur chatte. Je dis si, il faut dire à ces gens que je vais voler, je vais kidnapper leur chatte. Enfin, c'est pas un kidnapping quand tu le dis. Je pense que by the way, c'est quand même un kidnapping. Mais... Oui, mais enfin, bon, il est quand même déclaré. Oui, est-ce qu'un kidnapping déclaré est moins pire? Oui, je trouve. Oui. Surtout quand la personne qui est propriétaire du chat te dit avant même que tu lui dises, mon ami va prendre votre chat, la personne te dit, écoutez, ça vous intéresse de prendre le chat? Oui, mais là on est dans le transfert, voire le don et moins le kidnapping à ce moment. Surtout qu'il n'a pas l'air très malheureux, ce chat-là. Bah absolument pas. Attends, je veux dire... Syndrome de Stockholm ou bonheur, non, mais... En plus, c'est un chat qui n'ose plus du tout circuler à l'extérieur. Tu vois, il va juste faire son petit besoin, puis il revient vite, parce qu'il se dit, attends, moi j'ai trop peur de l'extérieur, quoi. Quand la porte soit fermée quand je reviens. Ben ouais, c'est une espèce d'exilé politique, quoi. Vous savez, c'est le centre, c'est quoi, c'est 117 bis? C'est le petit château des chats ici. Le petit château des chats. Et donc, tu étais en train de raconter le rôle où tu voulais pas devenir non plus l'espèce de vieux de service, tout en étant le grand frère, pourquoi pas, mais pas... C'est le rôle instantané qui est venu dans l'équipe quand on a relancé la saison de Snooze, et je l'ai tout à fait accepté, évidemment.
Maintenant, il faut pas être ridicule, quoi. Je veux dire, dès que je sentirai que je le suis, j'ai pas l'impression que le feedback et les échos et le renvoi que j'en ai, on en est là. Bah, je me casserais, quoi. Mais je pense que tu as un avantage, c'est-à-dire que tu sonnes d'une manière de toute façon hyper particulière. Donc c'est pas comme si tu étais le nouveau Jacques Mercier, le nouveau Michel Drucker, le nouveau... C'est quoi, c'est Jacques Mercier ou Michel Drucker qui te fait réagir comme ça? Je me demande si c'est pas Michel Drucker. Ouais. Ouais. À la limite, Jacques Mercier, je trouve, parce que je le connais un petit peu, donc Michel Drucker, je le connais nettement moins. Je me demande s'il est pas pire. Pire dans le sens de personne qui s'accroche? Oh putain, j'ai encore vu l'émission Céline Dion samedi, c'est pas possible, quoi. Est-ce que tu crois ça, c'est vraiment, il fait plus du tout une émission, quoi. Il fait vraiment ce qu'on appelle des films industriels, quoi. C'est de la propagande. Ouais. C'est de la propagande. Tu crois qu'il aurait arrêté les caméras avant que Céline pleure? Il me semble depuis le début, ça avait l'air d'être sur la checklist. Il nous faut tel truc, tel truc. Non, parce que moi j'ai tout regardé et en regardant, je me disais pourquoi tu regardes? Et ça a duré 2h30 quand même. T'as regardé 2h30? 2h30, je te le promets. Mais pourquoi? Mais je ne sais pas. Si, je sais pourquoi. C'est parce que je me suis dit à un moment donné, il faut que tu ailles au bout de cette imposture pour que tu comprennes, et j'ai compris depuis longtemps évidemment, comment fonctionne ce système, quoi. Et j'ai compris très bien comment fonctionne ce système. Tu sais qu'il y a la même émission au Québec, il y a aussi une grande émission spéciale avec Céline Dion et tout. Et c'est bien joué de leur part parce qu'elle est partie de rien, Céline. Donc bravo pour en être là où elle est. Mais moi je comprends. Et puis à la limite, je suis Canadien en Belgique, donc je pourrais regarder, ne serait-ce que par nostalgie chauviniste ou je sais pas quoi. Par patriotisme, tu peux le dire. Par fierté, et au contraire, j'avais zéro, mais c'est juste une absence d'intérêt, et je comprends pas qu'est-ce qui peut fasciner aujourd'hui chez Céline. Qu'est-ce qui est... Le passé, je peux comprendre, il y a des trucs qu'elle a fait qui sont quand même assez big, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant chez cette personne? Pourquoi t'as syntonisé? Tu dis, je vais regarder parce que je me suis dit, bon, c'est un événement média, je vais regarder pour voir la mécanique. Donc, j'ai pas du tout regardé ça d'une façon affective, évidemment. Et t'aurais le droit, hein, c'est pas, je t'attaque pas là-dessus. Non. Il y a juste un moment où j'ai trouvé ça un peu chouette, parce qu'il faut avouer un truc. Voilà, j'avoue un truc. J'aime 2 chansons de Céline Dion. C'est 2 chansons de George Goldman sur l'album 2, Pour que tu m'aimes encore, que je trouve être une espèce de summum de variétoche, non, une summum de pop song, voilà. Et l'autre, je sais plus comment ça s'appelle, S'il suffisait d'aimer, voilà. Oui. Et je dois bien avouer que si Céline Dion chante S'il suffisait d'aimer, à un moment donné, même avec toute l'objectivité, la froideur, le cynisme que je n'ai pas, je me dis, à un moment donné, je me fais attraper, alors je fais... Et donc je me suis dit peut-être qu'elle va chanter S'il suffisait d'aimer, et peut-être qu'elle va chanter Pour que tu m'aimes encore. Et c'était un cauchemar télévisuel, quoi. J'ai tout eu. J'ai pas vécu personnellement. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu aussi. On a tout eu, quoi. Florent Pagny, Patrick Bruel, Chimène Badi, Johnny Hallyday, et alors à la limite encore lui. On a tout eu, quoi. Et surtout, on a tout eu, surtout Michel Drucker, quoi. C'est comme un repas où il y a juste des desserts, mais on t'en resserre encore, et puis c'est gras et c'est sucré. Non, c'est juste un repas où il y a rien. Mais t'as quand même mal au cœur. Oui, parce que tu as mal au cœur, parce que les assiettes sont vides. Pourquoi est-ce que tu fais pas une émission où tu parles de la télé? J'adorerais faire une émission avec toi où juste je te donne 10 programmes qu'il y a eu dans la semaine, puis je t'écoute en parler. Hein. Mais les gens m'ont souvent dit qu'ils aimaient bien quand je parlais de télévision. Mais pourtant, je regarde la télévision comme n'importe qui, hein. À part que, bon, voilà. Ouais, les gens, ils aiment bien quand je parle de la télé, je sais pas pourquoi. Mais ça te botterait. On vient ici, pendant une demi-heure, je te donne des programmes et tu me racontes ce que tu as regardé. Oui, bien sûr. En plus, tu as le temps, tu fais pas grand-chose de ta vie. Surtout que le soir, je m'ennuie. Ouais. Le week-end, rien à foutre. Non. Donc peut-être qu'on peut arranger ça, oui. Next. Ben oui. Pourquoi est-ce que tu as commencé à faire de la radio? C'est pas, t'es rédacteur en chef adjoint c'est ça le titre exact chez Moustique? Rédacteur en chef adjoint chez Moustique, ouais.
pourquoi tu t'es pris un bout? Donc, t'as déjà un full-time, mais full-time de chez full-time. Pourquoi tu te dis, tiens, ça va être sympa d'aller se coucher à 22h parce que je dois me lever à 4h du mat? Parce que il y a des parce que C'est l'argent? Non. En Belgique, Dan, sois sérieux. Oui, je sais, ça doit pas... Sois sérieux. Dis aux gens qu'on gagne pas bien notre vie dans les médias. Moi, ça me dérange pas de dire combien j'ai gagné chez Énergie. Je gagne... Quand je suis arrivé au tout début chez Énergie, je faisais un mi-temps, je faisais l'émission du soir. Et c'était Eric Adelbrecht à l'époque, qui aujourd'hui est chez RTL, qui m'avait engagé. Je devais faire la console et dire un mot de temps en temps au micro. D'ailleurs, le lendemain matin, la première émission à vie que j'ai fait en Belgique, le lendemain matin, t'avais le directeur d'antenne qui m'a dit, Dan, quand on disait de parler de temps en temps, c'était de temps en temps dans une heure, pas de temps en temps dans une minute. Et je gagnais, c'était, je me souviens plus c'était combien en brut, mais je me souviens qu'en net, ça faisait pour un mi-temps 650 € net. Et je devais me démerder, donc j'avais habité à Louvain-la-Neuve dans un cote parce que pas le choix. Il faut, si tu payes ton loyer, et puis il faut que tu vives encore un mois avec ça. Donc 650 € net pour un mi-temps, c'était mon premier boulot en Belgique. C'était pas, tu gagnes pas des millions en radio. Mais les gens le savent pas ça. Hein. Ils pensent que parce qu'on est chroniqueur vedette, animateur, machin, qu'on gagne beaucoup d'argent. Mais c'est pas vrai, hein. On est parfois à la limite du bénévolat. Pas pour moi, je dois être honnête. Pas pour moi, c'est faux. Je veux dire, je gagne plus que les autres. Mais les chroniqueurs qui démarrent et qui... C'est des 125 € la chronique en moyenne, en général, quand Et qu'est-ce qu'on leur dit souvent? Ben, vous plaignez pas, en fait, le vrai prix du truc, c'est la publicité que ça vous rapporte. Ouais. Alors que, honnêtement, moi, j'ai fait donc 7 ans de radio et ça met quelques années en radio avant qu'on commence à voir quitter. Pas quelques semaines, à faire de la radio quotidienne. Ça met quelques années avant de... Et puis même en télé, donc j'ai 3 ans de télé et c'est à la fin de la 3e année où les gens ont commencé vaguement de temps en temps à me reconnaître. Donc c'est au total, moi j'ai 7 ans de radio, 3 ans de télé pour avoir vaguement un fond de une fois de temps en temps, tu vois bien que quelqu'un te regarde en télé. Donc c'est quand même pas mal d'investissement. Non, parce que c'est beaucoup d'investissement pour le retour. Mais c'est ce qu'ils te disent aussi, hein, on paye pas. Enfin, il faut penser que ça te rapporte en notoriété, en publicité. Et toi, la notoriété, tu t'en fous parce que t'as pas l'intention de faire le Sébastien Ministru World Tour 2013, quoi. T'as pas Non, je suis tellement connu que je pourrais en donner un peu aux autres, quoi. Donc, si c'est pas pour la notoriété, si c'est pas pour l'argent, pourquoi est-ce que t'as décidé de faire ça? D'abord, j'ai pas décidé de le faire. On est venu me chercher. Ça, c'est une chose. Bon, t'as pas kidnappé non plus. Je peux dire que c'est du kidnapping, mais bon, on était quand même pas loin du rapt, quand même, quoi. C'était pas du tout dans mes intentions de faire de la radio. J'étais beaucoup plus axé, encore maintenant, sur l'écrit. Mais franchement, c'est Jean-Pierre Autier qui est venu me chercher, du paix à son âme. C'est lui qui est venu me chercher un jour en me disant, mais écoute, c'est vraiment... c'est marrant de parler avec toi et on rigole bien. Vous connaissiez de quoi de... On se connaissait, alors tu veux vraiment toute l'histoire, on se connaissait du On a jury. le temps, hein? Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de disque qui arrive dans 30 secondes. Donc, on se connaissait du jury de l'Eurovision. Hein? Alors, oui, pourquoi? Ah. C'est québécois, ils savent même pas dire s'il te plaît ou s'il te plaît. Non, mais j'ai l'impression que tu inventes au fur et à mesure. Raconte-moi la vraie histoire. Non, la vraie histoire, c'est qu'à l'époque, il y a donc une quinzaine d'années, la RTBF organisait encore des jurys et c'était The Voice, hein. Ouais. On écoutait, ils organisaient des jurys pour sélectionner la personne, l'artiste qui allait aller représenter la Belgique francophone à l'Eurovision. Et donc je faisais partie de ce jury avec d'autres gens et avec Jean-Pierre Autier qui à l'époque en plus déjà commentait l'Eurovision. Et on voyait défiler dans le studio 6, c'était pas du tout diffusé, hein, c'était entre nous, 120 artistes qui chantaient des chansons. Il devait avoir des trucs géniaux là. Magnifique. Mais aujourd'hui on filmerait ça, non? Mais pisse de Rirorama, quoi. Je veux dire, moi je pissais sur moi, je veux dire, je me tapais la tête contre
contre la table, mais sous la table pour ne pas montrer aux artistes, quoi. Ben déjà, vouloir faire l'Eurovision, il faut qu'il y ait quelque chose de spécial dans ton cerveau. Je sais pas comment c'était il y a 13 ans, mais aujourd'hui, si tu dis, je vais faire l'Eurovision, c'est comme faire Miss Belgique. T'as peut-être une bonne raison, non, je suis mais... je suis pas d'accord. Maintenant, je suis pas d'accord. Ah non, je m'inscris en faux. Si tu veux faire l'Eurovision aujourd'hui, moi, je considère que c'est carrément un acte postmoderne, quoi. Je veux dire, c'est d'office au second degré. Mais si c'est au premier degré, tu dois tout simplement être interné. Tu ne peux pas. Je veux dire, il faut d'office. Ma mère disait, on dirait... Elle m'avait dit, une fois, ma mère est en Belgique au moment de l'Eurovision et elle passe dans le salon. Je regardais ça pour tweeter en live et en fait, mes parents se sont fait tellement chier qu'au bout de 10 minutes, ils sont retournés faire autre chose. Et ma mère m'a dit, on dirait une compétition de patinage artistique sans les patins. C'était un peu ça, mais bon. Un concours de coiffeurs qui chantent, je crois qu'elle avait dit. Mais bon, c'est un peu la jalousie des Québécois aussi. Oui, c'est clair. C'est parce que vous n'avez pas ce genre de compétition. Vous êtes toujours resté entre vous, comme ça. Non, on en a envoyé quelques-uns, par contre. Oui, mais vous pouvez les reprendre. Mais je veux dire, le côté ludique, le côté compétition, le côté Scrabble de la chanson, ça vous connaissez pas. Mais gagner l'Eurovision, tu vois, c'est ça, je me dis, qui est le plus grand gagnant? Celui qui gagne ou celui qui gagne pas? Mettons, t'as gagné l'Eurovision, ça te suit quand même, mais pour prendre un exemple assez local, Sandra Kim, quand elle a gagné, est-ce que ça a fait que du bon à sa carrière? Parce que c'est quelqu'un, moi je connais pas bien la musique, mais... Le fait c'est que c'est une espèce de tâche, non, en même temps? De paradoxe philosophique, Sandra Kim. Bien sûr que ça a fait du tort à sa carrière, mais s'il n'y avait pas d'Eurovision, il n'y aurait pas de carrière. Alors... Ouais. Ah, tu vois que subitement les Québécois... Ils font moins les malins. Ils font moins les malins, parce que ça, évidemment, la phénoménologie, ça vous passe au-dessus de la tête. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais pas pourquoi je ris d'ailleurs quand on insulte. Ma province au complet, faut que j'arrête de faire ça. Non, tu disais donc, Jean-Pierre Autier, c'est au moment où tu te tapais la tête sur la tête quand tu regardais les c'est sélections. Lui qui m'a dit un jour, après, on dînait, on rigolait évidemment et tout, après ces jurys qui ont vraiment existé, hein. Il m'a dit, écoute, tu dois venir faire un truc dans mon émission que j'écoutais, c'était l'émission sur Bruxelles Capitale, le matin, et moi j'étais un peu saoul et je lui dis, ok, pas de problème. Et puis bon, les jours passent, et puis voilà, et puis un jour son assistante prod m'a téléphoné en me disant, voilà, tu commences le 5 janvier, quoi. Et c'était donc ça il y a 13 ans environ? 13-14 ans. Ouais. Et j'ai dit, moi je pense, pour toutes les questions qui me passent par la tête, si tu veux pas répondre, t'as juste à le dire, est-ce que t'as eu un questionnement à ce moment-là de dire je sonne quand même vachement pas comme les gens qui sont à la radio. Est-ce que tu étais inquiet de la manière dont tu allais être perçu de par ta personnalité qui est quand même assez unique? Il n'y a aucune manière où tu dis ah tiens, quelqu'un qui sonne comme Sébastien Ministru. J'ai jamais entendu ça de ma vie, tu vois. Alors, j'ai jamais entendu Ministru, ouais, mais il fait juste copier le style de un tel. C'est une phrase que j'ai jamais entendue de ma vie. Alors, j'étais évidemment inquiet parce que je me doutais bien, parce que je me connais un petit peu, que ça allait faire tâche. Et je me suis dit, si Jean-Pierre veut que j'y aille, c'est pour que je reproduise plus que probablement ce qu'il a entendu autour de la table quand on rigolait. Un petit peu plus structuré, un petit peu mieux écrit, un petit peu mieux cadré et un petit peu mieux chronométré. Mais c'est ça qu'il veut. Donc je me suis dit, il veut un univers, il veut une voix, il veut un ton. Je vais venir avec mon univers, ma voix et mon ton. Le premier billet a été une catastrophe et je pense que les gens à Bruxelles Capitale sont tous sortis de leur bureau en entendant ce truc-là à 9h moins le quart en disant il faut absolument arrêter cette folle. Je pense qu'ils ont dit fou, mais ils ont pensé folle. Ouais. Je pense que Jean-Pierre Autier ne me l'a jamais dit, mais moi je le savais. Et il m'a dit à mardi, donc mardi prochain, le deuxième billet a été tellement formidable qu'on les avait dans la poche et que plus personne ne s'est dit il faut arrêter ce type. Tout le monde s'est dit ah ben dis donc celui-là il ose. Mais j'osais rien du tout, hein, moi. T'étais juste ouais. Mais c'est la meilleure manière d'oser. Si oser être soi-même est quelque chose que peu de personnes, même j'ai entendu une phrase dernièrement qui dit dans ce métier-là,
99% d'imitateurs puis 1% d'animateurs. Et moi, je trouve que c'est assez vrai quand il y en a tellement qui jouent à l'animateur ou qui jouent à l'humoriste ou qui arrivent à faire illusion souvent. Mais quelqu'un qui arrive et qui est super différent et donc pour refaire ce que tu veux dire, revenir sur ce que tu veux dire, moi, la première fois que je t'ai entendu, c'était quand même... Ton orientation sexuelle était quand même assez évidente au bout de 2-3 minutes. C'est pas quelque chose qui... T'as attendu longtemps, toi. Oui, c'est ça, par rapport... J'ai entendu un truc... C'est quelqu'un Tu es patient. je suis tellement naïf. Quelqu'un m'a dit, corrige-moi si je me trompe, que t'avais déjà dit un jour... Moi, j'ai jamais eu besoin de faire de coming out. Je suis un coming out ambulant. Genre, tes parents le savaient déjà, tout le monde le savait. Enfin, mais quand ils m'ont vu apparaître à la maternité, mon père s'est dit putain, quoi. C'est évident. J'ai jamais eu envie ni besoin de faire de coming out. Et toi-même, tu l'as toujours su aussi? Je sais pas, à quel âge on peut se rendre compte d'une identité sexuelle? 4 ans, 5 ans? Aucune idée. Moi, je pense 6-7 ans. 6-7 ans. Et on t'a fait un peu la misère pour ça, déjà, quand t'étais plus petit? Un peu, c'est un... Parce que c'est donc il y a une quarantaine d'années, j'imagine que c'était pas toujours facile. Et toi, t'es né dans quel coin? Alors, je suis né tu n'es pas d'ici. Je suis né dans le Borinage, qui est donc le pays... c'est là où il y avait des charbonnages, hein, et c'est là où sont concentrés beaucoup d'immigrés qui fatalement allaient travailler à la mine pour amener le charbon. Et toi, c'est de quelle génération, ceux qui ont... Moi, je suis de la 3e génération. Okay. Donc moi, je suis né ici. Mais je suis né dans une famille d'Italiens du Sud, très très macho et très comment vais-je dire, à cheval sur la définition de la virilité. Mais bon, honnêtement, moi, intellectuellement, je me suis tout de suite tellement senti à l'aise et synchro avec ce que je ressentais, ce que je sentais et ce que j'avais envie d'être, que il est évident que mes parents savaient. Okay. Donc, il est évident aussi que les auditeurs, dès qu'ils m'ont entendu, savaient aussi. Et j'ai l'impression que en même temps, tu fais une émission qui s'appelle Bang Bang, donc c'est le thème. C'est une émission d'actualité gay et lesbienne, oui. Donc, ironiquement, c'est assez mis en avant, mais d'un autre côté, j'ai jamais l'impression que t'as déjà que t'as ne serait-ce que milité ou voulu être porte-parole ou mis ça en avant. J'ai l'impression que ça fait tellement partie de ta personne que t'as même pas besoin, je vais dire entre guillemets, d'en jouer parce que c'est sur la table et point, quoi. C'est sans doute aussi ce genre de comment vais-je dire de... Ce qui est très moderne finalement comme façon, je trouve, de... Ouais, mais peut-être que ça te ferme des portes aussi, parce qu'à un moment donné, je veux dire, sans doute que les gens, ton nom arrive sur des projets, je suis sûr de ça, hein. J'ai jamais entendu dire les gens avoir du feedback de ça, mais je suis sûr de ça, je suis pas parano, hein, je m'en fous, mais je suis sûr et certain que c'est évident, pour moi, c'est une manière d'être qui ne se discute pas. C'est ça, et c'est rien d'autre. Tu prends ou tu prends pas, tu payes ou tu prends pas. Si tu payes ça. Si tu achètes ça. Bref. Mais je suis sûr et certain que c'est le genre de facilité, de confort intellectuel avec ton identité et ton orientation sexuelle qui te ferme des portes aussi. Et des deux côtés, est-ce qu'il y en a du côté gay, lesbien qui trouvent que tu milites pas assez aussi? Ou ça, t'as jamais eu... Oui, sans doute aussi. Mais moi, j'ai ce problème d'être un petit peu pas assez pour les uns et trop pour les autres, et pas trop pour les uns et pas assez pour les autres. Donc ça veut dire que pour les gays, pour certains gays, je suis pas assez militant, et pour d'autres, je suis très militant. Pour les intellectuels, je suis trop populaire, et pour les populaires, et pour les gens, je veux dire pour le mainstream, je suis trop intellectuel. Donc je suis une espèce de truc comme ça. C'est affreux. Des fois, j'ai l'impression d'être François Bayrou, quoi, tu vois. Ouais, d'être trop au centre. Au centre, ouais. Alors que, ironiquement, quand t'es au centre, le problème en général, c'est de pas avoir de saveur, alors que toi, le fait d'être au centre, finalement, te donne quand même une identité qui est super forte. J'espère. Enfin, j'espère, je m'en fous. Je veux dire, si elle est là, elle est là. Je la cherche pas et je la décherche pas, quoi. On va parler d'humour un peu parce que c'est aussi le thème du podcast. Est-ce que... Et moi, je sais pas,
c'est très très peu joué ici. Aux États-Unis, t'as énormément de blagues sur tout ce qui est homosexualité. Et je m'étais dit, si un jour je rencontre Sébastien, je voudrais quand même lui demander, est-ce que toi, quand tu vois des blagues sur le sujet, ça te fait chier ou pas? Non, ça me fait pas chier, ça me fait rire. Oui, même si c'est pas... Genre, en gros, moi, et ça c'est personnel, mais un black qui fait des blagues de black me fait pas beaucoup rire. Un blanc qui fait des blagues de black me fait rire à mort, ouais. Parce que... J'ai pas du tout de crispation. Parce que tu le vis bien, peut-être aussi toi-même. Donc Mais je pense qu'intellectuellement, je sais pas, je l'ai jamais mal vécu, donc je peux pas te dire. Ok, ouais, y a pas de comparaison. Mais j'ai pas du tout de crispation communautaire par rapport à un regard qu'on poserait sur ma façon de vivre ou sur ma façon de me comporter. Moi-même, je m'en amuse beaucoup, quoi. Ce qui ne m'apporte pas que des amis non plus dans la communauté, parce que bon, voilà, il y a des gens qui disent oui, tu travailles quand même beaucoup sur les archétypes et les clichés et tout. Et oui, les mecs, je ne travaille que sur ça même. Et c'est même, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Quand on voit, mettons, dans la série des clichés, ou ça, les clichés sur les femmes, donc si on prend le sexisme, par rapport à, par exemple, le racisme. Aussi, tu regardes un black et une femme. Je pense que dans l'histoire, et je peux pas calculer la souffrance, mais je crois que les femmes dans tous les pays, dans toute l'histoire, ont souffert énormément. Je pense que les blacks dans tous les pays, dans l'histoire, ont souffert énormément. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'humour qui passe sexiste, que je vais dire, et même si c'est un peu délicat, d'humour raciste. Mais à partir du moment où tu peux en parler et que c'est pas un baril de poudre, mais ça me semble une meilleure nouvelle, moi. Je trouve que ça désamorce complètement. Je pense que rire consciemment, volontairement, publiquement, du fait qu'une folle est une folle, ou du fait que les homos ont parfois des comportements ridicules, mais ça désamorce complètement. Souvent, il faut que ça parte par contre de quelqu'un, Woody Allen et toute la clique de New-Yorkais qui ont fait de l'humour juif ont permis à beaucoup de monde de faire de l'humour juif. Chris Rock, Richard Pryor, tout ça ont permis de faire de l'humour black. Et j'avais lu un truc il y a quelques années, un Québécois qui avait fait un Canadien qui avait fait un article en disant dès qu'il va avoir un musulman qui va venir faire de l'humour cliché musulman comme ça a été le cas pour ce que les Juifs ou les Blacks ont pu faire, et dit je suis convaincu que ça serait une des clés pour désamorcer une série de choses et apaiser les tensions. Il faut pas oublier un truc en plus, c'est que quand moi par exemple je ris sur les homos et que je fais rire les gens sur le dos de la communauté homosexuelle en grossissant ses tics, ses manies, façon ridicule. Il faut pas oublier une chose, mais ça les gens ne le savent pas, c'est que la première personne dont je me moque d'abord, c'est moi, quoi. Ouais, c'est de l'autodérision. Ça commence avec de l'autodérision. Alors, je veux dire, parfois je me trouve tellement débile d'aimer cette chose. Des fois je me trouve tellement cliché gay. C'est quoi le truc cliché gay que t'aimes, le truc qui pour toi tu dis putain je suis un vrai cliché quand je fais ça ou quand j'aime ça? Quand je fais quand Céline chante s'il suffisait d'aimer, quand elle arrive avec son air de mannequin de Musée Grévin, qu'elle fait il suffisait qu'on s'aime. Et alors Serge, qui est mon ami, qui me regarde, il me fait enfin, je dis mais tellement belle voix. Moi c'est de ça que je me moque, quoi. D'abord c'est de moi, quoi. C'est je sais pas, c'est de vouloir absolument que ma maison ressemble à quelque chose qui normalement devrait être photographié par tous les magazines de décoration et d'architecture. C'est canon chez toi. c'est vraiment canon. Des trucs stupides, quoi, vraiment débiles. L'homme de goût. Dont j'aime me moquer aussi, parce que si avoir du goût, c'est aussi savoir se dire putain t'es con d'avoir ce goût-là, quoi. Je veux dire, quand tu vois d'où tu viens et tout. Donc franchement, quand
Moi, je pense que savoir rigoler de soi-même, c'est vraiment désamorcer le truc, quoi. Donc, ouais, des fois, il y a des gens qui me disent ouais, c'est pas bien quand même ce que tu fais sur la communauté, tout ça. Tu dis qu'il y a des gens efféminés et tout. Attendez, les mecs, il y a des gens efféminés. Et c'est pas grave. Et c'est tellement pas grave. Et ils me font tellement rire. Le premier, moi, tu vois. Je dirais, ouais, mais non, mais c'est pas que ça. Mais c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et donc, si on venait te voir en disant, salut Sébastien, on va faire une campagne parce qu'on aimerait faire la promotion de tel ou tel truc, je sais pas, pour l'adoption, j'en sais rien. Non, je ne le ferais pas. Non? Parce que tu veux pas... Parce qu'alors là, on entre dans un discours de structuré sur un message à faire... Enfin, c'est là, ça sur un agenda, ouais. Là, ça devient de la politique, c'est tout, voilà. Ok. Et toi, ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse pas. Et Dieu sait si, je ne vais pas dire que les propositions ont été nombreuses, ce n'est pas vrai, elles n'ont pas été nombreuses, mais il y a eu des propositions dans un sens comme dans l'autre, que ce soit dans on va dire dans le message politique, de prévention, je sais pas tout quoi, ou même dans le message commercial, c'est-à-dire dans la publicité. Mais j'ai toujours refusé de faire. Ah oui, pour faire de la pub aussi, t'as pas... Oui, ta voix, ça m'intéresse. Sérieux? Et pourquoi tu veux pas? Moi, je vois que c'est assez répandu ici, c'est assez mal Parce vu. que je suis intègre, Dan. Vraiment? Parce que je suis du Et c'est pas pour t'insulter que je dis ça, mais si tu sais que tu peux faire de l'argent avec ta pub... Mais voilà. Cas de figure... C'est un produit que tu utilises. On dirait un truc, je sais pas, on dit que tu bois du jus d'orange Tropicana. Je m'en fous, on dit que tu bois du jus d'orange Tropicana tous les matins. J'en sais rien. Et Tropicana vient te voir en disant, t'aurais pas envie de dire que tu bois du jus d'orange Tropicana tous les matins? Mais on me l'a proposé. C'est cette marque-là en plus? Pas cette marque-là, mais on m'a proposé, évidemment. Et à ce moment-là, si tu l'utilises déjà... et que tu l'aimes vraiment, je comprends que mettons, je sais pas, les AK-47 je me souviens plus de la ville qui les fait, je peux comprendre que t'as peut-être pas envie de faire la promo, mais un truc que tu utilises vraiment, pourquoi c'est pas intègre de dire du bien sur un produit que tu penses du bien? Parce que je suis journaliste et que j'ai une carte de presse. Ah ben oui, j'ai oublié. Et que je n'ai pas du tout envie que la GJPB me la retire. Et qu'en plus, j'ai beaucoup de respect pour ma corporation, voilà. Même s'il y en a franchement... Quand tu regardes des gens qui ont une carte de presse, il y a des trucs, c'est quand même marrant, quoi. C'est ce que je viens de te dire. Des gens qui sont en politique... C'est ce que je viens de te dire. Qui ont encore leur carte de presse. C'est ce que je viens de te dire. J'avais oublié que t'étais journaliste, en fait. C'est con, hein? On l'oublie, hein? Si t'étais pas journaliste, tu le ferais ou pas? C'est juste le journalisme ou c'est une... Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Toujours concernant l'humour, qu'est-ce qui te fait rire aujourd'hui? Est-ce que tu vas voir des spectacles? Qu'est-ce qui te fait marrer? Non. Tu vas pas voir des spectacles? Non. Du théâtre? T'en écris du théâtre, Oui, mais tu vas en voir? Non. Donc les seules pièces que tu connais, c'est celles que t'écris pour l'instant. Non, mais j'étais voir beaucoup de trucs. Hein. J'étais voir beaucoup de trucs pour comparer. Et c'est un peu difficile à dire. Ouais, je fais là, c'est un vrai coming out. C'est tellement à la mode pour le moment, le rire, que ça c'est pas que ça m'emmerde, mais... Si on te dit tu vas rire, ça te fait déjà chier, t'es déjà en situation où tu sais que tu vas pas rire. Sérieux, je veux dire, les jeunes avant, ils voulaient faire un groupe de rock, après ils ont voulu faire un groupe de rap, maintenant ils veulent faire du stand-up. Je suis bien placé pour le savoir. Bon, d'accord, mais les jeunes avant, ils voulaient, je sais pas, être grand reporter de guerre, maintenant ils veulent chroniqueur. Je trouve qu'il y a une espèce de surenchère dans le paysage. Enfin, bon, nous, on est dedans en plus, hein, donc on n'est pas du tout des consommateurs. Des gens qui disent qu'ils ont envie de passer des disques versus le nombre de gens qui disent qu'ils ont envie de faire le portrait de l'invité. La proportion est assez impressionnante. C'est devenu insupportable. C'est devenu insupportable dans la mesure où il y a une espèce de... En tout cas, moi, je le vis comme ça. Hein. Il y a une espèce, pour le moment, de tyrannie du rire qui n'est pas du tout bon pour le rire. Tu trouves pas? T'as pas l'impression que c'est... Enfin, c'est vraiment la question, la question rhétorique. Mais je me dis que si t'as une personne qui essaie de faire rire, si elle est naze, c'est dommage. Si t'as 100 personnes qui essaient de faire rire, il y en aura toujours 5 que tu vas trouver drôles. Ouais. De la quantité peut émerger la qualité, non?
moi, ça me... C'est la surenchère. C'est la surenchère et cette espèce de tyrannie. Il faut mettre un comique là parce qu'il y a un comique. Absolument le comique de service. Il faut une espèce de quota. Il faut une espèce de baromètre. Ça donne les choses les plus atroces médiatiquement parlant. Ah oui, parce qu'un comique raté, ça fait mal au cul. Hein. Et des chroniqueurs qui savent pas chroniquer aussi, et qui soi-disant, je veux dire, sont pertinents, impertinents et qui décryptent. Allez, avec leurs plumes trempées dans l'acide. C'est pas possible ça, je veux dire, c'est plus possible. Donc pour le moment, je traverse une espèce de période de rejet. Ouais. Vraiment. Saturation. Et même les spectacles, je veux dire, bon, je vais voir ceux du TTO parce que c'est ma famille, c'est ma maison, mais les autres trucs et tout, enfin, je dis pas que c'est pas bien, mais je veux dire, nausée pour toi. C'est trop, quoi. Je veux dire, on va finir par plus avoir envie de rire en riant. Le côté un peu pornographie du rire, finalement. On te le met dans ta face trop tout le temps. J'avais quelqu'un qui m'avait dit, quand je vais au cinéma et que j'entends des gens rigoler à un moment où je trouve pas ça drôle, je sais que ça me casse pour tout le reste du film. Le fait de absolument devoir rire. Mais c'est pas tellement c'est pas au public que j'en veux, certainement pas, hein. Je veux dire, le public, s'il a envie de s'amuser et rire au moment où il a envie de rire et où c'est pas le bon moment pour le voisin, ça je m'en fous. Là où je suis un peu plus écœuré, c'est surtout sur le système médiatique, quoi. C'est vraiment le système médiatique qui, quoi qu'on fasse maintenant, a subitement... Moi, je me souviens très bien, je te l'ai dit, il y a 14 ans, quand j'ai commencé, les gens se sont dit, mais c'est quoi ça? C'est pas possible, enlevez-le. Aujourd'hui, je vais pas dire qu'ils veulent tous ça, mais pratiquement. Mais t'en retires pas une certaine fierté en disant que ça doit être que t'as pas fait ton boulot, toi parmi tant d'autres, mais... T'as dû bien faire ton boulot aussi. Tu sais, mettons, si moi je commence avec un groupe de dubstep, et puis je suis le seul à faire de fucking dubstep, mais je suis tellement bon que dans 10 ans, il y a 2000 des gens. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des gens maintenant qui me disent, t'as entendu celui-là? Je dis, oui. Tu trouves pas qu'il fait un peu du ministru? Et t'as pas de fierté à entendre ça? Moi, par exemple, je vais donner un exemple tout con, mais je sais qu'il y a des jeunes qui vont faire le qu'il soit meilleur. Ah oui? Ça te met pas un peu de pression? Ça met un peu de pression, ben oui, c'est normal. Mais là, quand ils sont bons, là, c'est bien. Là, c'est intéressant. Mais tu préfères qu'il soit bon. Moi, bien sûr que je préfère qu'il soit bon. Il y a personne qui gagne à avoir de la médiocrité autour de... Bien sûr que je préfère qu'il soit bon. Mais t'as déjà entendu ce qu'on entend? Oui. Enfin, faut pas rigoler, quoi. Y a pas... Moi, tu sais, ce qui me fait le plus de peine, même en France, hein, parce que tout le monde dit... spécialement en France. La Belgique, quand même, on est un peu à la traîne par rapport à la France et tout, Paris et tout. Mais même en France, quoi, attends. Je pense que si t'es humoriste et t'es pas chroniqueur en France, c'est que des gens se suicident à ton spectacle. Je crois que si t'es pas chroniqueur à Paris à 25 ans ou à 30 ans, c'est que t'as raté ta vie. T'auras jamais de Rolex à 50, ça c'est sûr. Tu vois, c'est ça. Donc, franchement, honnêtement... Pour le moment, le paysage, là, me gave un peu parce que c'est trop cette tyrannie du léger, du rire, de l'impertinence. Ça m'emmerde vraiment, quoi. Mais si c'est bien fait... Et quand c'est bien fait, c'est stimulant. Va falloir qu'on passe à autre chose, quoi, je sais pas. Arrêter les chroniqueurs, rigolos. Mettre des chroniqueurs... T'as pas l'impression que... Triste. Un peu... Honnêtement, si t'as un jour une radio qui dit « Et tous les matins à 8h22, la chronique triste de quelqu'un qui est hyper premier degré raconte une raison pour laquelle il est déprimé... » C'est pas mal, non? Ça, c'est la meilleure idée que j'ai entendue des 5 dernières années. C'est la mienne. Le copyright Dan Gagnon. Non, vous avez entendu? C'est moi qui l'ai dit avant. C'est moi qui fais le montage. Est-ce que ça t'intéresserait de faire des trucs sur Internet? Moi, ce que j'ai retrouvé, le plaisir que j'ai trouvé sur Internet, c'est le changement d'ordre. C'est-à-dire, au lieu de... On fait quelque chose qui pense peut nous rapporter du fric parce qu'on pense peut nous rapporter des gens et on espère que ça t'amuse à le faire. Sur Internet, il y a une espèce d'inversion de l'ordre qui est je fais quelque chose qui m'amuse en espérant que ça intéresse des gens, comme ça peut-être je vais faire du fric avec. Que ça ne me rapporte rien. J'avoue que j'espère quand même faire un jour de l'argent avec ça, parce que si ça pouvait être mon métier temps plein, ce serait un des plus beaux jours de ma vie, le fait de ne pas forcer. Oui, parce que revenons encore à des trucs essentiels. On dit qu'on fait pas ça pour ça, mais c'est notre métier. Ben, il faut donc vivre. Ça veut dire qu'il faut vivre, et on revient encore sur un truc qu'on effleurait tout à l'heure. On n'est pas bien payé, hein, chez nous.
on n'est pas bien payé. Hein, En général, en moyenne, l'animateur radio est moins bien payé que l'électricien. Juste pour vous donner une idée. On n'est pas bien payé. Hein, je veux dire, une fois de plus, les gens s'imaginent qu'il y a une espèce de glamour, de confort financier autour de ces personnalités qui font de la radio, qui sont sur le, je sais pas quoi, qui montent leur trombine dans les magazines, dans les rubriques People, ou sur des affiches et tout. Mais c'est un métier comme un autre, et il n'est pas plus payé que ce que vous gagnez, quoi. Le problème, en fait, c'est que plus t'es doué, plus ça a l'air facile. Et quand ça a l'air facile, les gens ont l'impression que t'es payé pour causer pendant 1 heure, et donc tu travailles 1 heure dans ta journée, puis tu et te caches chez surtout toi. Quand les gens te disent, putain, vos conneries. Ah ouais, vos conneries, tu vois. Ouais. Tu mets combien de temps? T'as combien de chroniques par jour? T'as combien de segments par jour dans l'émission maintenant? Dans l'émission maintenant, je compte pas les 2 petits, j'en ai 3. Et tu mets combien de temps à les écrire? Ben, je sais que ça varie. Je veux dire, j'en ai écrit des tonnes aussi. Je sais que ça varie, mais en moyenne, on va dire. Les 3 en tant que coup? Les 3 au total, ouais. Une demi-heure. 1 heure et demie. Parce que tu es aussi habitué au code, 1 heure et demie, ça va, c'est pas très très long encore. Non, non, mais je connais l'animal, je connais la mécanique, je connais l'outil. Combien, sur 10 chroniques, de combien est-ce que tu es fier? Pas genre ça a été, genre de combien t'as pas honte, mais de combien tu dis comme, celle-là, elle était quand même pas mal. Celle-là, elle était quand même pas mal. Ouais. Genre celle-là, honnêtement, celle-là, je l'aurais, limite, si on m'en parle, je l'enverrais bien par email à un pote en disant, hey, t'as entendu? Aucune. 0. Et combien ou, si tu l'aurais, combien t'es fier? Voilà, juste ça. Fier? T'es du genre à te flageller beaucoup, toi, ou? Non, pas du tout. Non, je sais ce que je vaux, je sais ce que je sais faire, et je suis content de ce que je produis, mais je suis pas fier. Non, C'est rare que où tu es fier de... Tu dis, il me semble celle-là, j'ai fait quelque chose de pas mal. Non, il y a parfois des punchlines, oui, voilà, mais c'est une punchline. Et t'as beaucoup de réflexions sur l'humour de manière générale. Est-ce que t'es un peu un théoricien de l'humour, ou t'as appris sur le tas, t'as appris par osmose, t'as appris par absorption? Est-ce que t'as... Ça, c'est une bonne question. Parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi. Moi, je l'ai déjà dit, je suis pas un bon humoriste. Je suis le plus gros geek de l'histoire de l'humour. J'ai lu je sais pas combien de livres, je sais pas combien de biographies, des livres, des philosophiques, des livres sur l'argumentation, parce que les techniques argumentatives sont plus ou moins les mêmes que les techniques humoristiques, finalement. C'est comment jouer avec le langage. Et j'ai regardé... Des fois, je vais louer des films, ou je vais télécharger des films qui, je sais, seront pas bons, pour voir qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire et pourquoi ça n'a pas marché. Mais c'est pour ça que je regarde les émissions spéciales de Céline Dion. C'est ça qui t'inspire? Toi, c'est le premier degré un peu ridicule qui t'inspire? C'est ça ton premier? Oui, c'est la façon dont on utilise le langage. Mais je sais pas, j'ai pas de théorie, je n'analyse pas, mais... Toi, tu y vas à l'instinct, c'est ça? Il y a pas, mettons, de dire, cette blague-là, en fait, c'est un classique triplet parce que j'ai mis ma comparaison de telle manière. Je travaille vraiment à l'instinct, mais je sais pas expliquer. Je veux dire, Tu pourrais pas être prof d'humour. Je pourrais pas être prof tout court. Je peux pas du tout expliquer les choses. C'est qui tes fans? Mes fans? Ouais. T'as des fans déjà? Tu reçois des emails beaucoup? On te reconnaît en rue? Comment ça se passe? Oui. C'est la première fois que je te vois sourire, je crois, autant que ça. Ça te fait plaisir à chaque fois. Ça a l'air de t'avoir rendu hyper heureux de dire que t'avais des... J'ai vu ton visage s'illuminer. Mais ça fait plaisir, oui. Pourquoi ça fait plaisir? Parce que celui qui dit que ça fait pas plaisir, c'est pas vrai, évidemment. C'est mensonge. Bien sûr que ça fait plaisir, mais... ça fait encore plus plaisir quand tu sais que tu ne l'as pas fait pour ça. Moi, j'ai jamais écrit de spectacle, j'ai jamais fait de billets radio, j'ai jamais fait de billets écrits pour avoir des fans. Mais il se fait qu'à un moment donné, c'était là, c'est arrivé et tout. Et je vais pas faire le faux modeste ou la coquette. Je veux dire, absolument pas, j'ai pas de fans. Franchement, qu'est-ce que vous dites là? C'est Raymond DeVos qui a des fans. Mais non, j'en ai aussi. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'entendre dire que des gens se sont reconnus dans ce que tu racontes, quoi. Bien sûr. Et qui te disent des choses jolies comme tout, en plus. Vraiment. Tu te souviens encore de la première fois où on t'a reconnu? Première fois, non. Enfin, je sais plus. Est-ce que tu gardes des articles de journaux qui parlent de toi? Pas moi, mais mon ami garde tout, parce que c'est mon premier fan. Oui?
Serge, Tu l'as- il a tout en bas. Sérieux? Ah ouais, il a tout. C'est un peu tu l'appelles ton manager aussi, c'est Je ça? l'appelle mon manager, oui. Parce que c'est une espèce de, quand même, de vrai manager. Il fait attention. Il fait attention à ce que... Si lui dit OK, tu y vas les yeux fermés. Non. S'il lui dit OK, j'y vais pas les yeux fermés. Je lui dis si j'ai envie d'y aller, j'y vais quand même. Et si lui, quand il dit pas OK, j'ai envie... Non, ça non. Je sais mieux que lui... C'est pas confiance aveugle, mais c'est une présence rassurante. C'est une présence rassurante, oui. Il y a pas mal de... Il y a du recul par rapport à ce qui t'arrive à toi? Lui... Plus? Non, je pense Ouais. non, lui, il vit les choses je veux dire, 10 fois plus intensément que moi. Tu l'as rencontré avant ou après avoir commencé? Avant. OK. Donc, il y a plus de crédibilité puisqu'il était pas là parce qu'il était fan. Ah non, je t'ai pas du tout connu, j'étais pas du tout populaire quand on s'est rencontrés, parce qu'on... quand je disais tout à l'heure que ça fait 28 ans que je fais des interviews, ça fait 27 ans que je le connais, donc... C'est la première personne d'interviewer. J'ai peut-être pas interviewé au lit le premier soir, mais j'ai regardé la marque de ses vêtements, ça oui. Sérieux? Ah oui, j'ai regardé parce que, bon, fatalement, quand on se déshabille, on laisse traîner les vêtements le long du living room jusqu'au pied du lit. Et le lendemain, j'ai été voir la marque de son pull. Non! Si. Sérieux? Et c'était quoi la marque? Ah, c'était très content parce que c'était un créateur français qui existe plus maintenant. Enfin, il existe toujours lui, mais la griffe existe plus. C'était un pull Claude Montana. Et je dis, ok, ça va, je peux rester. Tu te fous de ma gueule? Non, j'ai regardé. Tu l'as jugé en fonction de la griffe de ses fringues. Je l'ai fait. T'es un peu du genre à fouiller dans les messages et les emails des autres ou pas? Non, mais je regarde la marque des vêtements. Donc ça, méfiez-vous de enlever les étiquettes. Non, je fouille dans rien, mais je regarde toujours la marque des vêtements. Ça avait été H&M. Je sais pas si ça Là, allait ça n'existait pas, donc. Mais c'est pas grave, non. Ça avait été Lidl. Ça avait été Lidl ou H&M, il serait resté aussi, évidemment. Mais ça m'intéresse, la marque des vêtements des gens. C'est une information intéressante. Mais non, tu peux quand même rester si c'est pas du premium. En fait, tu sais, quand je suis arrivé chez toi, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai rigolé parce que tout est parfait, en fait. Honnêtement, tu me dirais que t'habites pas ici et que c'est un endroit que t'as loué, qui est un studio de cinéma. Un appartement, témoin. Tu sais qu'il y a une émission qui existe aux États-Unis où c'est deux gays qui vont dans la maison des gens pour faire des commentaires sur la déco. Mais moi, c'est quand tu veux. C'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu de toute ma vie. Mais ça, c'est quand tu veux. Si tu produis l'émission, tu m'engages. Ça et le... Avec qui tu le ferais? Avec qui je le ferais? Oui. Je le ferais sans doute avec un hétéro. Et tu te sentirais à l'aise de faire des commentaires en prenant un objet? Dieu, tu ne me connais pas. Si, mais je voulais que tu le dises. Mais ça, j'adorerais évidemment aller fouiller dans les armoires pour voir les marques des vêtements et la déco des gens, bien sûr. Et tu serais pas gêné de... Oh non, pour moi ce serait comme raconter la biographie. Oui, la biographie des gens, où c'est un petit peu comme raconter, je sais pas, tu sais, il y a des diseuses de bonne aventure qui lisent l'aventure dans les mains et tout. Moi, je peux raconter la vie de quelqu'un en regardant son intérieur et ses marques de vêtements. Pour 1000 €, tu crois que tu peux améliorer l'intérieur de chez quelqu'un? Oui. Et qu'est-ce que tu penses de ça comme concept? Les gens s'inscrivent et t'arrives et tu fais des commentaires. Mais tu peux pas imaginer le goût que j'ai. Est-ce que tu t'accepterais de le faire? Est-ce que moi je pourrais être l'hétéro? Parce que moi j'ai zéro goût. J'ai aucun goût comme ça. Mais ils l'ont fait, hein, je veux dire, sur TF1 c'était moche, hein, ils ont fait les cuirs. T'as jamais eu envie d'avoir des enfants? Mon Dieu, mais tu rigoles ou quoi? Non, mais blague à part, adopter ou un truc comme ça t'aurait pas... Non. Pas du tout? Non, je suis vraiment quelqu'un de très égoïste et mon ami et moi aussi, nous sommes très égoïstes. Oui, je vois pas en quoi c'est égoïste de pas vouloir d'enfants. Non, je dis égoïste par rapport à au regard de la société, quoi, tu vois. Ok, ouais. Oh, vous n'avez pas d'enfants, c'est égoïste et tout. Bah oui, je suis égoïste, oui. Mais je le revendique, oui. Mais je connais beaucoup de gens qui ont eu des enfants pour des raisons beaucoup plus égoïstes que d'autres qui n'ont pas eu d'enfants. Non, ce qui est pire, c'est des gens qui ont eu des enfants pour des raisons égoïstes et qui après les ont frappés et qui après les ont abandonnés parce qu'ils ont divorcé. C'est ma mère, je crois, qui disait, elle dit ce qui me fait le plus peur, moi, c'est quand j'entends des gens qui disent qu'ils ont envie d'avoir un bébé. Parce que le problème, c'est que ça reste pas bébé longtemps. Et après, tu dois t'en occuper et...
Non, mais c'est vrai que, sans rire maintenant, dans l'organisation du travail, appelons ça comme ça, je veux dire, ne pas avoir d'enfant, je veux dire, la route est libre, hein. Mais je me souviens d'avoir eu une discussion avec un de mes anciens patrons qui me disait, oui, mais Dan, tu te disperses un peu, tu travailles ici, mais tu travailles aussi là-dessus. Et je me souviens de l'avoir dit, si j'avais 2 enfants, est-ce que tu es d'accord pour dire que je devrais leur consacrer au minimum 10 heures par semaine? Ouais. Et qu'est-ce que ça fait comme différence si moi, les 10 heures, au lieu de faire du tennis ou m'occuper de mes enfants, je décide de faire autre chose? Mais pourquoi? Parce que la société est hétérocentrée. Ce que l'on pardonne aux hétéros dans leur système hétérocentré et dans leur système familial, on ne le pardonne pas ni aux femmes seules, ni aux célibataires, ni aux homos. Ça fait 28 ans, plus ou moins, c'est 27-28 ans que t'écris, plus ou moins une quinzaine d'années que t'écris des trucs avec du LOL à l'intérieur. Ouais. Et la semaine prochaine, pour la première fois de ta vie, tu vas monter sur scène. Oui, c'est pas monter sur scène, hein, c'est faire... C'est une scène, tu vas être dessus, c'est monter sur scène. Oui, mais moi je le vois pas comme ça, tout le monde s'excite là-dessus. Et... En fait, pour te donner un... Déjà, raconte, c'est quoi le projet? Ah oui, le projet, c'est un projet que moi, c'est un projet sur lequel je me suis greffé. Hein. Théâtre de la Toison d'Or, évidemment. C'est Théâtre de la Toison d'Or, c'est une demande de Christophe Doulkerikis sur le... Qui est un politicien... Voilà, un politicien écolo, je veux dire, au gouvernement bruxellois. Il veut faire un truc sur l'égalité homme-femme. Et il est venu au théâtre chez Nathalie Huffner, et Nathalie Huffner a dit « Ok, on va faire des trucs sur l'égalité homme-femme. On va rigoler sur l'égalité homme-femme. » Et t'es pour ou contre l'égalité homme-femme? Mais qui peut être contre? La meilleure phrase que j'ai entendue, c'est Walter, que j'ai interviewé dans le podcast, quand je lui demandais s'il était un peu féministe ou misogyne. Il fait « Écoute, je dis pas que je suis féministe, c'est juste que je suis pour les droits de l'homme, et comme je considère que la femme est un être humain, je trouve ça stupide, ne serait-ce que de débattre de la question. » Et je trouve que c'était je trouve que c'était une des plus belles façons de le dire. Évidemment que oui, parce que sinon, t'as pas de cerveau, quoi. Mais c'est évident, la femme est à l'enculé comme les hommes. Je veux dire, c'est évident. Et donc, ils veulent faire un truc sur l'égalité homme-femme. Et moi, je participe pas à ça. Je veux dire, il y a Myriam, le roi qui participe à ça. Il y a Laurence Bibot qui participe à ça. Il y a Zidani qui participe à ça. J'ai mis... Personnellement, c'est vrai, Greg Carrette de Pure FM, qui travaille avec nous sur Snooze, je l'ai mis sur le projet, je l'ai vendu un peu à la Toison d'Or et à Nathalie. Et voilà, ils ont préparé leur truc sans moi, parce que moi, je participe pas à ça. Et puis, Nathalie, qui est une très bonne amie à moi, je lui dis, mais qu'est-ce que vous allez raconter dans votre truc? Explique-moi un petit peu ce que vous allez faire dans ce spectacle, dans cette revue. C'est pas un spectacle, c'est une revue. On va faire très Broadway show. Ah, j'attends de voir, hein, je veux dire, c'est très chaud, on va dire. Voilà, on fait ça. Et moi, j'étais un peu heurté dans la mesure où elle me parle tout le temps, en effet, de différences entre les hommes et les femmes, et les différences entre les femmes et les hommes, comme si, et c'est vrai, c'est comme ça, comme si tout dans la société était structuré de façon binaire. Homme, femme, femme, homme. Et je lui dis, mais tu sais, Nat, aujourd'hui, il y a tout un courant d'idées, de pensée qui intervient sur la scène du débat public pour dire que le débat homme-femme, il n'est pas si binaire que ça. Il y a des hommes qui se sentent hommes, il y a des femmes qui se sentent femmes, d'où l'égalité homme-femme. Et puis, il y a plein de gens dont on ne parle jamais, qui ne se sentent ni hommes ni femmes, qui se sentent parfois un peu femmes, parfois aux 3/4 hommes, parfois quand ils ont envie à moitié femmes, quand ils ont envie un tiers homme. C'est ce qu'on appelle les genres fluides. C'est une minorité, c'est marginal, et c'est tout de même une voix dont on commence à entendre le son. Je dis, tu peux pas faire un spectacle moderne, ancré sur le présent, sans que tu parles de ces gens-là, puisque ils existent. Elle me dit, ouais, les gens fluides. Et je dis, il faut absolument que tu aies quelque chose qui parle de ces êtres-là, qui ont une sensibilité et qui réellement défendent l'idée que eux ne sont ni hommes ni femmes, qui sont les deux à la fois, et parfois rien du tout. Et je me suis donc retrouvé à écrire ce sujet. Ça, c'est toujours le problème. Quand tu donnes une idée et qu'on dit qu'elle est bien, on fait « Ah, c'est une bonne idée, fais-la maintenant ». Non, surtout quand on te regarde et qu'on te dit au-dessus de l'assiette, on te dit
Oui, mais qui va m'écrire ça? Et tu sais que c'est foutu. C'est foutu. Souvent, quand tu rencontres quelqu'un, la première question qu'on te pose, c'est comment est-ce qu'elle est en vrai? Est-ce que tu essaies de faire passer le comment est-ce qu'elle est en vrai dans tes interviews ou tu te concentres uniquement sur ce qu'on te donne comme réponse? Genre, t'interviews Lou Reed. Ses réponses sont super, mais c'est un confini hors antenne. Est-ce que tu essaies de placer le fait que c'est un confini ou tu te dis, ça c'est de la popote interne, je vais pas en parler? Non, bien sûr, je vais quand même je vais quand même décrire le contexte et je vais quand même décrire le comportement de la personne s'il a été suffisamment. S'il faut le décrire, il faut le décrire, oui, bien sûr. Les attachés de presse, en général, t'aimes ou t'aimes pas? T'es là depuis tellement longtemps qu'elle doit faire semblant de t'aimer, mais est-ce que t'aimes ou t'aimes pas, tu crois? Écoute, je crois très sincèrement qu'elle m'aime bien, mais je ne suis jamais tombé dans le panneau du « je crois bien qu'elle m'aime bien ». Je crois qu'elles aiment bien les médias et la puissance et l'impact médiatique que je représente. Et c'est valable pour n'importe quel journaliste, c'est valable pour n'importe quelle personne qui a un mini-pouvoir dans le système des médias belges. Ah ouais. Elle ne m'aime absolument pas pour moi, à l'exception de une ou deux personnes où je crois, depuis le temps, je me dis elle m'aime vraiment pour moi. Ceux qui aiment... Moi, la première fois que j'ai su qui t'étais, finalement, c'était une interview dans le Moustique et je me souviens, et j'en ai parlé autour de moi, j'ai dit, ah tiens, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui parlait normalement. Et c'était ça qui me bottait le plus. Moi, un de mes idoles, et je vous le recommande si vous aimez Sébastien Ministru, c'est un Québécois, en fait, je crois qu'il est d'origine italienne, qui a été élevé à Marseille et qui... Comme moi. C'est ça. Et qui fait maintenant de la chronique. Il doit avoir... c'est un autre vieux, mais lui... Il y a plus de 60, 65 ans. Comme moi. Il s'appelle Pierre Follia. Il écrit pour un journal qui s'appelle La Presse, donc lapresse.ca. Et il y a une façon, mais brillantissime de raconter le macro via le micro. C'est-à-dire que quand il a vu, exemple, c'est l'exemple qui me revient toujours en tête, mais les attentats du 11 septembre, il avait été à New York après pour faire des chroniques. Il fait 3 chroniques par semaine. C'est ce qu'on appelle donc aux États-Unis un columniste. C'est quelqu'un qui 3-4 fois par semaine. Et là, mais il peut faire la une du journal avec le début de son billet à force qu'il y a de la crédibilité. Et il avait été à New York et il dit, je suis en train de boire. Et il commence un truc comme ça. Je suis en train de boire un café dans une petite place en bas d'un building. Et il raconte genre un peu, puis à New York, il se passe ci, et il entrecoupe son histoire à chaque fois avec le fait qu'il y a un mec qui sort de l'ascenseur avec des valises. Puis quelqu'un vient porter 2 valises. Et il continue son histoire, et à la fin de l'histoire, on est rendu à 10, 12, 15 valises en bas. Et comme il a fini son histoire anecdotique sur ce qui se passe à New York, et donc, il revient sur le mec qui a descendu toutes les valises. Et il fait, maintenant qu'il y a 15 valises au sol, l'Américain en question est rejoint par un autre ami. À 2, ils se mettent à shotter sur les valises, se mettent à pleurer ensemble parce que leur coloc est décédé dans les attentats du 11 septembre. Faites fois 3300, je sais pas combien, et vous comprendrez ce que représente pour un New-Yorkais les attentats du 11 septembre. Donc, d'arriver, encore une fois... en tout cas, moi sans pathos, c'est comme ça que je le ressens, avec le micro, le tout petit exemple, l'air de rien, te montrer le portrait général et avoir un ton qui est pas juste un ton d'imitateur. J'ai entendu une interview, je refais ce que c'est. Moi, c'est ça qui me plaisait beaucoup. Et quand j'ai vu tes interviews, je me souviens une fois, c'est une première fois que ça m'avait marqué, je me souviens plus exactement c'était quoi la question, mais c'était est-ce que ça te fait chier la question que je viens de te poser? Et il y a aucune question qui est meilleure que celle qui appelle la bonne réponse. Et est-ce que ça te fait chier la question que je viens de te poser va jamais amener une réponse nulle? Parce que même s'il dit non, point, ben tu comprends que la réponse c'est oui. S'il dit oui, point, tu comprends qu'il n'a pas envie d'en parler. Donc... Et je m'étais dit, à l'oral, c'est facile, entre guillemets, de le faire quand t'as pas de pression, mais arriver à le retransmettre à l'écrit, je me dis, le gars, il doit se casser le cul. Combien de temps t'interviews les gens pour arriver à faire un truc comme ça à l'écrit? Question la plus longue de l'histoire de l'univers que je viens de te poser. Mais ça, je pense que c'est la facilité qu'on a quand on écrit des spectacles aussi. Parce qu'une interview... T'as scénarisé... Ça n'est jamais aussi qu'un moment qu'on dialogue et qu'on rythme. Il est évident que dans une interview qu'on publie dans un organe de presse, on ne bidouille évidemment rien.
En En tout cas, tu bidouilles rien, parce qu'on va pas parler au nom de tout le monde. En tout cas, moi, je bidouille rien, ça c'est clair. Au contraire, je veux dire, c'est même plutôt. Voilà, j'ai posé cette question, je la publie. Je pense que c'est savoir, en effet, rythmer le dialogue. Rythmer le dialogue. Et pour moi, une interview, c'est aussi ça, c'est savoir rythmer le dialogue. Donc, il y a une espèce comme ça de bond, de rebond, de jeu entre deux personnages, dans le fond. Hein. Une fois de plus, dans l'interview, il n'y a rien qui est bidouillé, il n'y a rien qui est inventé. Et te retrouver dans la position de la personne qui est interviewée, ça te mettait mal à l'aise ou tu dis je connais tellement les codes de l'interview? J'aime pas tellement. Honnêtement, j'aime pas tellement. Et c'est pas du tout de la coquetterie. De ma part, parce qu'on va dire ouais. C'est du contrôle? Parce que quand tu t'interviews, c'est toi qui contrôle, là, non, pour le coup. Je vais te dire un truc. Ça m'emmerde. Je suis fainéant et j'ai pas... Voilà. Mais le problème, c'est que je ne peux dire non à aucun journaliste qui... Enfin, je veux dire, on ne me demande pas des interviews tous les jours. Mais quand les journalistes me demandent des interviews, je les connais. C'est pas des potes, mais c'est des connaissances. C'est des gens, en général, vraiment les 3/4 du temps... Je les aime bien, quoi. Enfin, je veux dire, je vais pas leur dire, ah non, j'ai pas envie, parce que, voilà, ceci, ça. Donc, bien sûr que je dis oui. Je veux dire, pourquoi je dirais non? Je veux dire, c'est des gens que j'aime bien, on fait le même métier et tout. Mais ça m'emmerde, c'est vrai. Voilà. Je veux dire, maintenant, il faut pas que Serge m'entende. Parce que lui, il considère que c'est aussi un travail que je dois faire dans c'est clair que dans la construction du business, quoi. Ouais. Du business. Et je dois bien avouer que si ce Serge qui m'accompagne depuis 27 ans et que j'appelle donc affectueusement mon manager n'était pas là, il y a de fortes chances pour que j'aurais un petit peu baissé les bras il faut pas croire, hein. En fait, t'as tellement fait de trucs que si t'avais vraiment un manager, tu serais quand même vachement plus riche. Et je serais sans doute ailleurs. T'as beaucoup moins de talent pour te vendre que pour produire. Et je serais sans doute ailleurs. Ben, j'imagine bien. Aujourd'hui, tu y penses encore, la France, ou pas? Non. Tu as déjà pensé un peu? Que non. Tu as fantasmé un peu? Mais bien sûr que non. Je veux dire, c'est les autres qui y pensent et qui fantasment pour moi. Oui. Il y a juste T'es trop belge ou parce que t'as pas envie? Non. Non, je suis fainéant. C'est drôle. Depuis le début, la moitié des gens que j'interviewe me disent « Ouais, je suis un peu fainéant alors que vous bossez 80 000 heures par semaine. » Non, franchement, écoute, mais moi, j'aime rien de mieux au monde. Mais ça veut juste dire que t'es heureux ici. Foutre. Comment? Ça veut juste dire que t'es heureux ici. Si t'étais malheureux, tu voudrais ailleurs. C'est très bien. Si t'étais pas heureux, tu bougerais. Il y a juste un truc que je regrette peut-être, voilà. Mais c'est un truc qui remonte, c'est presque une sienne initiatique. On est en 1984. C'est le moustique. Non, c'est même pas ça, c'est le Nouvel Observateur. Et ça, je le regrette. Il t'a proposé du boulot? Ouais. Et pourquoi t'as dit non? Parce qu'il fallait aller à Paris et que ça m'emmerdait, et que voilà, tout. Voilà. Et voilà, c'est comme, tu sais, c'est le film d'Alain Resnais, quoi. Smoking, no smoking. C'est un scénario, tu le prends, et si tu le prends pas, il y a une autre direction, voilà. Melinda versus Melinda de Woody Allen. Voilà. Et là, j'ai pas pris. Et je sais pas que je le regrette, mais j'ai en tête le moment où je me vois encore dans mon petit appartement répondre à ce type qui s'appelle Jean-Luc Hennig, qui est toujours actif sur la scène intellectuelle parisienne, qui était directeur des pages culturelles. Il m'a dit, je veux vous venir travailler. Blablabla. Je dis, je vais voir, je ne sais pas, je peux téléphoner la semaine prochaine. Et j'ai jamais retéléphoné. Pourquoi t'as jamais écrit de série ou de film? Est-ce que t'as déjà écrit une série ou un film? J'en sais rien. Non, j'ai réécrit un film. J'ai fait Spin Doctor pour un film de... Script Doctor. Ouais, j'ai réécrit un film qui s'appelait Comme tout le monde, qui était une chouette idée, mais c'est chouette comme boulot. C'est terrible comme boulot. On te donne un scénario, on te dit, voilà le scénario, on l'aime bien, l'histoire est pas mal, mais... on trouve que voilà, est-ce que vous pouvez nous... Et c'est en fait un vrai... Tu rentres dans une maison, on parlait tout à l'heure de maison art décoré, tu rentres dans une maison, un scénario, une histoire, et tu dis, oh là là, mais ça va pas. Ça. Oh là là, mais ça me plaît pas du tout ce napperon là. Oh là là, cette commode là, elle va pas du tout avec. Et c'est génial, c'est un vrai plaisir, quoi. Donc j'ai pris mon pied à tout réécrire. Le film n'a pas du tout marché. Comment il s'appelle encore le type qui a fait Thomas Amoureux là?
Enfin, le film s'appelait c'est comme un Belge. Oui, c'est un Belge. Tommy est amoureux, c'est le truc où il est devant un ordinateur. En fait, c'est le gars qui ose pas sortir de sa maison, Ouais, Tommy est c'est ça. amoureux, c'est ça? Il ose pas, et puis il y a une fille qui veut rentrer dans Ouais, sa c'est maison. ça. Et moi, j'ai fait le suivant. Ça s'appelle Comme tout le monde. J'ai fait le suivant. Ça s'appelait Comme tout le monde. Pierre-Paul Render, je crois, ou un truc dans ce cas. Enfin, tu vérifieras s'il m'entend, il va être fâché. Ça, c'était vraiment très, très chouette, quoi. Mais bon, c'est des expériences comme ça. Mais je te dis, moi, j'ai pas envie de travailler. Attends. C'est bon, là. Je veux dire. Tu sais, moi, le samedi, je suis là à traîner dans mon jogging avec mes 3 gouttes de pipi. C'est bon, quoi. Hein. Je suis trop crevé, quoi. Est-ce que tu as des ennemis dans le métier? Je ne les connais pas, mais j'en ai. Mais je préfère ne pas les connaître. Tu sais pourquoi? Parce que je me sens un peu comme un télétubbies, quoi. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas, j'ai des ennemis dans le métier, sans doute. Je crois qu'il y a des gens qui doivent parler quand je passe dans un couloir, mais je m'en fous complètement. Tu vas sur Google, des fois, taper ton propre nom, voir ce qu'est-ce qu'on Non, dit? mais Serge le fait, évidemment. Maintenant que tu as entendu à quoi ressemblait le podcast, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais entendre dans cet exercice-là? Des gens qui disent « Ah, tiens, j'aimerais bien entendre 1 heure avec eux, voir qu'est-ce qu'il y aura à dire. » Mais moi, je suis pas fan. Hein. Je suis fan de personne. Donc, je vais pas te dire « Oh oui, je veux absolument... Mais t'es curieux. Oui, Faut que tu sois un minimum curieux pour être intervieweur. Oui, oui. Sinon, c'est quand même le pire métier de l'histoire de l'univers si t'es pas curieux pour être intervieweur. Qui est-ce que j'aurais envie d'entendre dans le même exercice? Rudy Léonet. C'est drôle, c'est exactement lui que j'allais dire. Lui ou Hugues Daillé? C'est vraiment Non, Rudy Léonet. Pas Hugues. Non, Rudy Léonet. Et pourquoi lui en particulier? Parce que c'est une personne qui me fascine. Parce que c'est une personnalité qui... Que t'arrives pas à cerner? Si, je la recerne très très bien. C'est une personnalité qui me ressemble et qui ne me ressemble pas du tout. Et je trouve que c'est un homme très très intelligent, c'est un homme difficile, c'est un homme pudique. Et c'est un homme qui, parce que il est difficile et parce qu'il a une réputation, on va dire, pour faire court, se cache sans doute derrière cette réputation et derrière cette image. Je voudrais entendre dans le même exercice Rudy Léonet. Ça lui ferait les pieds. Est-ce que tu as de la promo à faire? Ah, enfin... T'as un truc, une pièce, quelque chose, un livre? Non, j'ai quoi? Oui, j'ai de la promo à faire. Si Serge m'entend, il va descendre, il va dire... J'ai de la promo puisque j'ai Cendrillon, ce macho qui redémarre au théâtre de la Toison d'Or. Non, ça démarre pas au théâtre de la Toison d'Or, ils ont pris un théâtre plus grand. Au théâtre Molière à partir de je sais pas quand en décembre. Ok, et ça ressemble... C'est quoi la pièce pour ceux qui connaissent pas? Déjà, le titre est assez... la pièce, c'est tout simplement le conte de Perrault. Enfin, le conte de Perrault, c'est pas Perrault non plus qui a inventé le mythe de Cendrillon, mais c'est le mythe de Cendrillon revisité tout simplement par un regard gay. Donc j'ai tout simplement transformé le personnage de Cendrillon, qui est cette pauvre fille qui cherche un prince charmant, en un pauvre gay qui cherche un prince charmant. Mais qu'est-ce que tu connais vraiment à l'homosexualité, Sébastien? À l'homosexualité, je connais tout. Bon. Je te remercie beaucoup pour le temps de discuter pendant quasiment 1h50 au total. Et je peux te le prouver. Tu sais quoi, je vais te croire sur parole. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir accepté. Merci, Dan. À la prochaine.